Je voudrais vous dire d'abord combien je suis content d'être là, je suis heureux d'être là. Nous venons de tenir le premier conseil des ministres de l'année. Nous avons choisi les îles sous le vent parce que nous vous aimons. Nous avons choisi les îles sous le vent plutôt que les Tuamotu, les Marquises. Non, c'est parce que vous êtes effectivement, il ne faut jamais l'oublier, le deuxième centre administratif le plus important de la Polynésie française. Nous avons eu l'occasion ce matin d'écouter et d'entendre le directeur de l'hôpital. J'aurais bien souhaité entendre d'autres responsables, d'autres chefs de service, mais malheureusement le temps est court et nous avons fini notre conseil à 14h30, ce qui fait que les horaires dérapent depuis. Donc laissez-moi l'occasion de vous souhaiter à toutes et à tous d'abord une très très bonne année. Une bonne année 2021, qui je l'espère sera bonne, malgré les perspectives qui nous sont données aujourd'hui, puisque le coronavirus qui nous guette depuis le mois de mars dernier n'a pas fini de nous faire des surprises. Mais je pense que comme nous avons réussi tout au long de l'année 2020 à faire face à cette crise, nous réussirons pour 2021. Et nous ne pouvons réussir qu'avec vous. Et c'est la raison pour laquelle je tenais effectivement aussi à vous adresser les vœux du gouvernement. Donc cette année 2020 est une année singulière et particulièrement difficile pour nous. Face à la crise sanitaire et économique mondiale, toutes les équipes de tous les départements ministériels, vous tous, en résumé, avez fait preuve de solidarité, vous avez fait preuve d'implication et d'engagement. Les ministères, avec leurs services publics et établissements, ont rapidement pris la mesure des actions et de la nouvelle organisation à mettre en œuvre pour venir en aide aux familles, pour venir en aide aux entreprises, aux acteurs et au public d'une façon générale dont ils ont la charge au sein de leur secteur respectif. Je veux vous remercier. Je veux vous remercier car malgré la situation inédite et brutale de la crise, je peux vous dire que vous avez été collectivement assurés et assumés. Vous avez assuré et vous avez assumé la part de responsabilité et de travail qui vous incombe malgré votre éloignement de pauvreté. Aux côtés des communes, des communautés religieuses, l'administration et les agents publics se sont engagés fortement. En première ligne, les soignants et le corps médical. Cette mobilisation de tous, jusqu'à ce jour, nous a permis de maintenir l'économie, de limiter les faillites et les licenciements et d'éviter surtout la paupérisation encore plus forte d'une partie de notre population, même si j'ai bien conscience que les dégâts occasionnés et des conséquences malheureuses pour les familles, les conséquences qui ont été malheureuses pour certaines de nos familles et certaines de nos entreprises. Avant de regarder ensemble les perspectives d'avenir, je crois qu'il est toujours utile de regarder un petit peu ce qui s'est passé. Et donc j'en tire quelques leçons essentielles de ces 9 mois passés face à cette crise. La première est d'ordre financier. Nos réserves accumulées depuis 5 ans nous ont permis de faire face très rapidement aux effets brutaux de la crise. Nous avions accumulé à fin 2019 un bas de laine de l'ordre de 20 milliards de francs qui nous a permis de mettre en place très rapidement. C'est grâce à ça que nous avons pu réagir pour mettre en place des amortisseurs sociaux pour nos familles, mais aussi des amortisseurs économiques pour nos entreprises. Bien sûr, 20 milliards n'étaient pas suffisants pour couvrir l'ensemble des besoins financiers de toute cette année, mais ils nous ont été d'un premier secours et ont surtout permis de préserver le corps social et économique de notre pays. La leçon que j'en tire de tout cela, c'est que en période de croissance,
c'est-à-dire pratiquement pendant les 2-3 dernières années que nous avons vécues ensemble, il était indispensable d'épargner. La seconde leçon est d'ordre politique au sens noble du terme. Nos bonnes relations avec l'État, et en particulier avec le Haut-Commissariat et ses services en Polynésie française, ont été un facteur capital dans la gestion coordonnée et raisonnée de la crise. Nous avons, avec le Haut-Commissaire, beaucoup dialogué. Nous avons beaucoup échangé et ensemble, nous avons défini des stratégies de lutte. Sans cela, imaginez que le Haut-Commissaire, qui est lui responsable de la sécurité des populations, j'ai pour ma part la sécurité sanitaire de la population, imaginez que le Haut-Commissaire ait géré isolément les aspects sécuritaires de la crise et moi de mon côté, avec le gouvernement, les aspects sanitaires. Tous deux prenons des décisions sans coordination, sans dialogue. Je vous le dis, car j'en suis certain, ça aurait été une catastrophe sanitaire et une faillite probable du pays. Imaginez les conséquences dramatiques si les plus hauts responsables de ce pays n'arrivaient pas à dialoguer. Le Haut-Commissaire a joué sa partition sécuritaire dans le respect de ses prérogatives et moi-même, avec mes ministres, dans le respect de notre autonomie. Je remercie très chaleureusement le Haut-Commissaire et ses équipes qui se sont battus à nos côtés pour sauver notre pays de la catastrophe. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais comme vous le savez, à Paris ont été prises des décisions, des dispositions pour lutter contre la propagation du virus, qui ont été naturellement, et vous l'avez bien vu, beaucoup plus strictes qu'ici en Polynésie française. Il fallait donc qu'avec le Haut-Commissaire, nous arrivions ensemble à convaincre le Premier ministre que la Polynésie, ce n'est pas la métropole. Et ce combat, nous l'avons gagné parce que nous étions ensemble, parce qu'ensemble, nous sommes intervenus. La troisième leçon porte sur la nécessité d'une union de toutes les forces vives de notre pays, l'unité de nos forces vives dans ce pays. Ce sont nos tavanans, ce sont nos confessions religieuses, ce sont nos travailleurs, ce sont nos entreprises. Nous nous sommes tous donné la main. En situation de crise, il est essentiel que tout le monde marche dans le même sens. Cela évite des conflits ou des contestations qui auraient fatalement ralenti la lutte collective contre l'épidémie et ses conséquences. La leçon que j'en tire, c'est que l'écoute, le dialogue et le respect construisent la cohésion. La quatrième leçon est que dans un monde instable, caractérisé par la volatilité, par l'incertitude, par la complexité et l'ambiguïté, l'adaptabilité et la résilience sont à privilégier. Car, comme je l'ai dit dans mes vœux aux Polynésiens, rien n'est jamais acquis. À ce titre, je voudrais souligner les efforts des agents du secteur médical, mais aussi ceux des autres secteurs comme l'éducation, comme celui de la formation, de l'emploi, de l'économie, du social, sans oublier ceux qui assurent les fonctions support qui permettent à la machine de fonctionner. Je voudrais les remercier encore une fois. La continuité du service public a pu être maintenue, les accueils ont été assurés et les demandes des usagers prises en compte, non seulement, mais traitées. La continuité du service public a pu être donc maintenue et j'en suis réellement satisfait pour cela. Je n'ai pas eu de remontée, en tous les cas, de critiques fortes exacerbées contre la qualité du service public pendant ces temps difficiles. Les plateformes inter-entités mises en place à l'occasion de cette crise ont montré leur intérêt et leur adéquation aux attentes des usagers. Surtout à Papeete, nous n'avons pas eu, ce n'a pas été nécessaire ici à Raiatea de monter une plateforme d'urgence pour la santé, par exemple, ce que nous avons dû faire à Tahiti,
avec le PC Santé, nous avons pu, pour construire ce PC Santé, faire appel à des fonctionnaires de divers services. Et pratiquement tous les services, tous les fonctionnaires de différents services ont répondu présent, et c'est ce qui nous a permis de construire ce PC Santé fort de 70 personnes qui venaient de services autres que le service de la santé. De nombreux agents donc se sont mobilisés pour d'autres entités que celle dans laquelle ils étaient. Mais plus important encore, parce que je crois que dans l'avenir, il faudra que l'on continue, pas à subir des crises, mais à faire ce que je vais vous dire, des simplifications. Des simplifications importantes ont été apportées à la commande publique. Des procédures administratives nouvelles ont été mises en place. Les échanges et les réunions nécessaires se sont tenus en présentiel ou en visioconférence. La production réglementaire s'est poursuivie et pratiquement 120 démarches sont désormais accessibles en ligne. Ça faisait quelque temps que nous attendions cela. Il a fallu effectivement que la Covid vienne à nous pour que, enfin, nous ayons pris conscience aujourd'hui des difficultés qu'ont nos compatriotes lorsqu'ils se présentent devant une administration. C'est une démonstration, mes chers amis, c'est une démonstration de la capacité d'adaptation de notre administration quand elle fait face à une crise. Telles sont donc les grandes leçons que j'ai retenues de cette année de crise. Cette catastrophe sanitaire planétaire doit également nous conduire à méditer sur le message qui nous est transmis et sur les déséquilibres qu'elle révèle et qui affectent la planète comme elle affecte notre société. Vous avez remarqué que la planète aujourd'hui est à genoux, j'espère. Les plus riches d'entre nous sont eux aussi affectés comme nous les plus petits. Ce qui me conduit à penser que rien ne sera plus jamais comme avant. Et que cette idée doit conduire nos actions. Des transitions donc s'imposent à nous. Nous devons muter, nous devons bouger, nous devons évoluer. Et ces transitions doivent s'imposer dans de nombreux domaines. Je pense au domaine de l'écologie, je pense au domaine de l'énergie, je pense à la démographie et je pense naturellement au monde économique. Nous y sommes déjà, pour certains, sur ce chemin. Dès 1996, par exemple, dès 1996, avec la décision d'interdire la pêche aux armements étrangers dans notre zone économique, afin d'éviter le pillage de nos ressources marines. Ce fut l'idée déjà au départ. La question, j'étais ministre de la mer, si vous en rappelez bien, pour les plus vieux d'entre vous, et la question était effectivement déjà à l'époque, qu'allons-nous laisser comme héritage? Est-ce qu'on va continuer effectivement à gagner beaucoup d'argent en laissant notre zone économique entre les mains des Japonais, des Coréens, des Chinois, ou alors nous allons fermer cette zone économique et la développer pour que nos enfants soient au rendez-vous demain. À cette époque, nous ne parlions pas de transition, mais nous nous soucions déjà de cet héritage que nous devons laisser aux futures générations. Et puis, il y a eu la biosphère de Fakarava en 2006. En 2015, nous avons initié notre premier plan climat-énergie, ainsi que celui sur la transition énergétique. Notre nouveau ministre de l'énergie, Yvonne Crafin, qui est parmi nous, va accélérer cette transition énergétique, notre transition, dès cette année 2021, en lançant un plan significatif d'énergie renouvelable par le solaire. Notre ministre de l'Environnement, Kérémouana Mamatoua, a aussi de son côté amplifié cet élan. Ça commence par ça, la transition. Ce n'est pas des choses irréelles, il y a des choses concrètes que nous pouvons faire aujourd'hui. Donc je parlais de Kérémouana Mamatoua Yahutapu, qui effectivement, avec le classement de Tapu Atea, que vous connaissez aujourd'hui, vous êtes sur le site, la création de Tainui Atea, la plus grande aire marine gérée au monde, une aire de 5 millions
de kilomètres carrés, le classement en cours de certains sites dans les îles Marquises et le prochain projet de classement d'une partie des Australes en réserve de biosphère sont des actions remarquables. Ce sont des actions qui viennent soutenir, qui viennent démontrer au monde notre souci aujourd'hui d'entamer cette transition. Il se souciera également du sujet épineux, là par contre on a pris beaucoup de retard, du traitement des déchets dans nos îles et surtout du traitement des eaux usées dans les zones urbaines. Ça c'est pour nous, pour Tahiti. Sur le plan économique, nous devons également prendre des mesures de transition en diversifiant notre économie par un développement durable de nos ressources primaires. Je suis conscient que je ne suis pas le premier à en parler. Ça fait des années, effectivement, que l'on parle. Hein, rappelez-vous de cette phrase qui a fait le tour du monde, Patiatri Marto Trico. Ben voilà, hein. On en est toujours là, mais la différence va être que notre vice-président, Terry Alpha, va s'y activer. On lui donnera les moyens pour qu'effectivement ce mouvement qui a déjà été amorcé aille beaucoup plus loin. Bien sûr, le tourisme restera un pilier important de notre économie et devra également prendre sa part de transition vers la durabilité. Nous avons été, vous le savez, secoués dans le secteur du tourisme et nous ne sommes pas prêts. Je vous le dis franchement parce que Bora Bora, c'est les îles sous le vent. Le tourisme, on n'a pas fini d'en souffrir puisque vous avez entendu que les destinations dans lesquelles nous allons chercher nos touristes sont en train de se renfermer de plus en plus aux États-Unis comme en Europe. Mais je souhaite aussi que au niveau du tourisme, nous ayons cette réflexion pour rendre cette activité beaucoup plus durable et beaucoup plus résistante. Je souhaite aussi que sur le plan sanitaire et éducatif, nous fassions également œuvre de son transition. Sur le plan sanitaire, il est nécessaire aujourd'hui de renforcer la prévention. Si nous réussissons à faire diminuer l'obésité et le diabète, nous amorcerons notre transition sanitaire. Nous avons entendu ce matin le médecin chargé d'une étude sur les îles sous le vent et sur une cohorte de jeunes enfants de chez nous. Je vous assure qu'il y a de quoi s'inquiéter. Donc il nous faut avoir là une politique beaucoup plus forte, beaucoup plus significative, car comme vous le savez, si aujourd'hui nous enregistrons des décès, plusieurs décès à l'hôpital de Taoné, à cause du Covid, c'est aussi essentiellement, non seulement le Covid, mais l'état sanitaire de ces populations qui sont parties. Ils sont tous décédés avec une maladie à côté. Hein, comorbidité, donc soit le diabète, soit le problème cardiaque, soit des problèmes pulmonaires, parce qu'on a. Et là, il faut aujourd'hui se rendre compte que l'obésité, le fait que l'on mange un peu trop, nous on est en surpoids aussi, hein. Donc ça nous concerne tous. Le fait que nous ne luttions pas contre l'obésité va demain nous faire du secteur de la santé le secteur le plus coûteux qui existe là dans l'économie de ce pays. Ça va nous coûter beaucoup d'argent, donc il faut s'y préoccuper et beaucoup de peine. Beaucoup de peine parce que lorsqu'on apprend par exemple ce matin qu'un enfant qui est en obésité à l'âge de 15 ans, qui est en situation d'obésité à 15-16 ans, va vraisemblablement à l'âge de 30 ans, 40 ans, avoir des problèmes cardiaques, diabète et le reste. Donc ça fait qu'aujourd'hui, effectivement, lorsqu'on regarde les chiffres sanitaires du pays, on voit que l'âge des diabétiques descend de plus en plus. On voit à Tahiti, et ici vous le savez aussi, que ceux qui fréquentent les centres de dialyse sont de plus en plus nombreux. Donc il nous faut faire cette transition sanitaire. Sur le plan éducatif, naturellement, il est nécessaire maintenant de faire revivre certains fondamentaux pour construire auprès des jeunes une citoyenneté responsable. Je reviendrai sur ce sujet peut-être un peu plus tard. Pour notre système sanitaire et éducatif, il est aujourd'hui utile d'activer
la télémédecine et le téléenseignement. Ce sont à la fois des mesures de continuité et des mesures d'égalité territoriale. Dans le domaine de l'habitat, nous avons amorcé une transition en favorisant massivement l'habitat dispersé et en construisant, pour ce qui concerne les habitats groupés, des ensembles collectifs beaucoup plus réduits. Les lotissements sociaux, je ne sais pas si ici à Tahina on a pu constater ce genre de phénomène, mais dans nos lotissements sociaux à propriété à Tahiti, à Pierre, comme à Mahina, ils ont été des clusters de développement de la propagation du Covid, vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc il y a effectivement là aussi une grande réflexion à mener en vue de ce que nous devons construire demain. De même, notre administration devra contribuer à notre transition en développant à la fois la e-administration et l'accueil bienveillant et respectueux de nos usagers. Rappelez-vous, je vous ai dit tantôt que l'écoute, le dialogue, le respect favorisent la cohésion. Ce sont donc des principes valables autant sur le plan individuel que sur le plan collectif. L'administration va également jouer un rôle clé dans la relance décidée par le gouvernement. À cet effet, je vous invite à mobiliser toute votre énergie pour une certaine réflexion. Cette réflexion, c'est quoi? C'est encore de faire bouger nos ménages pour que l'on simplifie encore plus les démarches des Polynésiens, que l'on toilette nos textes, notre réglementation, qui sont pour la plupart d'entre elles un petit peu dépassées ou alors complètement obsolètes, sans tenir compte des réalités en imposant des contraintes un peu d'utilité. Vous savez, on a encore fait la démonstration pendant ces 9 derniers mois qu'effectivement, nos textes peuvent être allégés. Aujourd'hui, et une fois de plus, je le répète, l'usager doit être au centre de vos analyses et non pas, l'usager ne doit pas être une balle de ping-pong que les administrations se renvoient. Analysez donc vos formulaires, regardez-les, prenez le temps de les analyser. Les pièces à fournir, regardez-les, ce que l'on demande, les démarches, demandez-vous si c'est utile, réellement utile pour l'instruction, si c'est utile de les demander à l'usager, alors que nous-mêmes, vous-même, vous pouvez les avoir par ailleurs, sur vos machines, ou alors tout simplement en demandant à vos collègues des autres administrations de vous transmettre ces papiers et ne pas demander à nos usagers de faire les voyages. Donc, faites-nous des propositions et nous vous suivrons sur ce chemin. À défaut, vous les supprimez. Il n'y a aucun problème. Donc, la direction de la modernisation, que vous connaissez bien, est là pour vous accompagner en cas de besoin. Faire plus simple, c'est aussi regrouper des activités similaires. Faire plus simple, c'est regrouper des activités similaires ou participant à la même démarche d'un usager. Je vais vous citer 2 exemples qui vont vous faire réfléchir. Depuis le 1er janvier de cette année, la direction des affaires foncières a intégré la section topographique du service de l'urbanisme. Le service de l'urbanisme, on faisait effectivement un outil, mais pas aussi utile que celui dont on a besoin au niveau des affaires foncières. Vous avez bien compris que moi je suis en train de profiter de la Covid. Je suis en train de profiter de la Covid pour relancer mon projet, le projet du territoire de guichet unique. Éviter que nos administrés partent de part et d'autre pour constituer leur dossier. Ce guichet unique qui va simplifier la vie de nos concitoyens, mais aussi notre vie à nous les fonctionnaires. Il y a donc de nombreux exemples d'optimisation possibles. La situation nous impose, mes chers amis, une adaptation permanente. Il faut rester et être et devenir agile. Quoi de mieux que d'élargir le regard sur les bonnes pratiques que des autres et d'agir en transversalité.
Mesdames et messieurs, je vais en finir parce que voilà. Mesdames et messieurs, avant que vous mouillez complètement, la Polynésie est bien placée pour assurer avec efficience ces transitions. Je vous le dis, je vous le redis. En effet, nous avons encore gardé certains gestes, nous avons gardé certaines pratiques héritées de nos anciens, comme le rahoui, comme il se fait en Polynésie française, versus le plan général d'espace maritime, comme le rahoui. Et nous avons déjà amorcé certaines traditions il y a 20 ans, plus de 20 ans même aujourd'hui. Donc, nous nous présentons sur la ligne de départ avec des atouts. Nous pouvons atteindre nos objectifs, d'autant que l'opinion est globalement favorable, voire même désireuse et militante en faveur d'un tel mouvement. Ces transitions nécessitent des pratiques nouvelles et un état d'esprit différent. C'est ça qu'il faut que nous acquérions le plus rapidement possible. Des pratiques nouvelles et un état d'esprit différent. La crise que nous venons de traverser nous oblige à redoubler d'efforts en cette année 2021 pour, d'une part, sortir définitivement de la crise et d'autre part, amplifier nos transitions. Je vous demande donc, mesdames et messieurs les chefs de service, responsables de l'administration ici à Raiatea, je vous demande d'accompagner vos ministres. Chacun a un ministre ici. Donc accompagnez vos ministres respectifs dans cette immense tâche. Nous ne ferons pas seuls cette immense tâche. Nous réussirons qu'avec vous. Vous êtes et vous devez être des forces de proposition. C'est vous qui devez nous souffler les solutions parce que vous êtes en permanence sur le terrain, vous êtes dans vos îles. C'est le prix de notre survie. Je vous le dis, c'est le prix de notre survie. Nous n'avons donc que le choix de retrousser ensemble nos manches et gagner ce défi. Un devoir de vertu. Nous devons être vertueux. Nous pressentons bien, nous sentons, nous avons ce sentiment déjà aujourd'hui que la facilité, que le laxisme et que la complaisance a atteint ses limites. Rien ne sera plus jamais comme avant. Cette épidémie nous a conduits au confinement et aux restrictions. Certains même ont parlé d'enfreindre à la liberté des hommes. Cela nous a obligés à ranimer nos capacités du Faoromai et du Faituto. Bref, à retrouver le sens de l'effort et le sens du sacrifice. Ce sont les principes qui ont été oubliés ou mis de côté ces 40 dernières années par facilité et voire même par un sentiment d'opulence. Je crains que dans nos services aussi, nous ayons cédé parfois à la facilité, au laxisme et à la complaisance. Par exemple, je vais conclure là-dessus. Par exemple, j'ai du mal à accepter, j'ai du mal à comprendre que notre administration prenne beaucoup trop de temps à sanctionner les quelques rares fonctionnaires corrompus par l'argent, par la drogue ou par autre chose. On me dit, voilà, Président, ce sont nos règles, ce sont nos procédures qui nous empêchent d'être plus rapides. C'est quelque part vrai, hein, parce que moi-même je m'en suis rendu compte dans les services que je dirige. Si c'est cela, qu'attendons-nous pour changer les règles? C'est nous qui avons construit ces règles-là. Nous devons les changer pour qu'elles soient beaucoup plus efficientes. Faites-nous des propositions, là aussi, dans les services que vous dirigez, les services déconcentrés. J'ai demandé au secrétaire général de s'assurer auprès des services que tous les dossiers disciplinaires, particulièrement ceux qui portent sur les détournements de fonds et les trafics de stupéfiants, soient soumis sans délai à la sanction des commissions disciplinaires. Mes chers amis, qu'est-ce que je recherche? Je recherche tout simplement l'exemplarité de notre administration. Tout cela, c'est pour vous dire que l'exemplarité fait partie de notre crédibilité. Et si nous voulons être crédibles, nous devons réagir face à toutes ces dérives. Voilà. Je vais en terminer avec ça.
La pirogue polynésienne, mes chers amis, puisque c'est une image que vous aimez bien, est aujourd'hui dans la tourmente. Nous sommes dans la tourmente. Les éléments sont agités. Le retour du beau temps nous est inconnu. Pas encore. Nous ne savons pas ce qui nous attend demain. Le retour donc du beau temps, eh bien, il faudra qu'on soit de patience. Mais nous devons toutefois garder le cap sur la distance. Un service public de qualité pour ses usagers, pour nos populations, vers des objectifs de développement soutenable pour les Polynésiens, pour tous les Polynésiens et pour nos îles. Et je crois que si nous maintenons ce cap, si nous maintenons un service public de qualité, si nous maintenons nos objectifs de développement soutenable, eh bien, notre futur sera assuré. Notre futur sera assuré. Je sais pouvoir compter sur votre engagement et celui de vos équipes au service du pays et de son intérêt général. Le monde de demain doit être le monde de la confiance et de la responsabilité. De la confiance et de la responsabilité. Confiance et responsabilité réciproque avec tous ceux qui nous entourent et avec tous ceux qui nous payent. Car lorsque je vous parle des usagers, n'oubliez jamais que ce sont ces impôts, leurs impôts, qui viennent assurer nos fins de mois. Donc, en mon nom, en celui du gouvernement, de chacun des ministres, du vice-président, de nos collaborateurs qui ont fait le déplacement ici jusqu'à Outouroi, je vous présente à vous et à l'ensemble de vos collaborateurs, de vos agents, œuvrant sous votre autorité, mais aussi à vos familles, mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année.